Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers. Nous aimaient tremblants en ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Et que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. Bonsoir à tous et bienvenue dans les Fabriques de l'Histoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au programme ce soir, le thème de la négation de l'homme dans le système concentrationnaire de la Seconde Guerre mondiale. Nous serons accompagnés de nos trois invités, une historienne et nos deux témoins, Ginette Kolanka et Madame Chambard-Delot, qui vont nous témoigner des éléments qui ont contribué au destin tragique de l'homme et de son humanité. Bonsoir Nicole. C'est avec une grande émotion que se déroule ce soir ce témoignage historique. Un moyen de se rappeler et de nous rappeler le rôle de l'homme et ses mémoires durant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que nous expliqueront nos témoins dans un instant. Pour cela, nous avons fait intervenir Henriette François, historienne et experte de la Seconde Guerre mondiale, et qui va dans un instant nous expliquer ce qu'est le négationnisme. Bonsoir Henriette, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le négationnisme? Merci de m'avoir invité. Le négationnisme est un fait qui vise à contester ou minimiser les actes de génocide malgré les preuves existantes comme les témoignages que nous entendons ce soir. Il vise à nier la réalité des événements ainsi que l'histoire, tant dans sa capacité à établir des faits qu'à rétablir la vérité même de ces faits. Ce terme désigne donc l'ensemble des attitudes qui visent à nier la vérité d'un génocide. Oui, tout à fait. Le négationnisme est une position idéologique qui consiste à nier l'existence des chambres à gaz utilisées par les nazis. C'est une stratégie de destruction de la mémoire. Le négationnisme évoque aussi ce qu'on pourrait qualifier d'assassin de la mémoire. Exactement. Dans un premier temps, le négationnisme remettait principalement en cause le massacre des Juifs d'Europe par l'Allemagne nazie. Ce négationnisme était principalement revendiqué par des militants d'extrême droite. Merci beaucoup Henriette d'avoir apporté votre savoir d'historienne ce soir, je vous en prie. Maintenant nous allons faire intervenir nos deux témoins, Madame Marie-Josée Chambard-Delot et Ginette Kolanka. Merci beaucoup d'être là au Fabrique de l'Histoire ce soir. Merci beaucoup. Alors, Madame Chambard-Delot, vous avez été déportée au camp de Ravensbrück en Allemagne pendant plus d'1 an. Et vous, Madame Ginette Kolanka, vous avez été déportée à Auschwitz-Birkenau. Vous avez vécu les horreurs de la guerre et plus particulièrement lors de votre internement dans les camps de la mort. Vous avez été au cœur des effets du négationnisme sur les hommes et vous allez ce soir répondre à plusieurs de nos questions. Ces témoignages permettent de démontrer du négationnisme et de la question morale de l'homme dans l'univers concentrationnaire. Commençons avec vous, Ginette. Premièrement, j'aimerais connaître les souvenirs que vous gardez de votre convoi vers Auschwitz. Oui, alors je m'en souviens très bien. C'était vraiment un voyage invivable. On avait à peine la place de s'étendre sur le sol, on ne pouvait même pas s'asseoir sur quelques grains de paille. Au milieu du wagon, il y avait un seau d'eau, une eau un peu trop, mais qui se vidait en quelques minutes tellement nous étions assoiffés. Et pour manger, il y avait à peine un petit quignon de pain par personne. Et le pire souvenir que j'en ai, c'est la puanteur. C'est là vraiment qu'on a pu voir toute notre perte de dignité, car nous devions aller aux toilettes devant tout le monde. Donc bien sûr, quelques adultes essayaient de se cacher avec des manteaux tendus de chaque côté, mais c'était très difficile, surtout que le seau était vide plein, il débordait et se reversait sur la paille, donc l'air était irrespirable. Et il y avait beaucoup d'enfants qui ne pouvaient pas crier, pas pleurer, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. C'était vraiment un voyage très pénible. Votre matricule 78 599. Quand je prononce ces mots, Auschwitz-Birkenau, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? Je pense que c'est le froid, la boue et l'odeur. Quelle odeur? L'odeur était
indéfinissable. Déjà, une odeur, c'est difficile à expliquer, mais celle-ci était particulière. Je pense qu'à part ceux qui sont revenus, personne ne peut expliquer cette odeur. Il y avait un mélange de saleté et de chair brûlée. Une odeur indéfinissable, mais qui est dans les narines de tous les déportés qui ont eu la chance d'en revenir. Alors justement, quand vous êtes arrivé sur place, que savez-vous de ces camps? Alors nous, on nous avait dit que nous allions dans un camp de travail. Donc moi, je pensais aller dans un camp de travail, et pour moi, un camp de travail, c'était une usine avec des baraques à côté pour nous loger. Mais ça veut dire qu'à votre arrivée à Auschwitz, quand vous voyez les cheminées qui sont celles du feu crématoire, la jeune fille de 19 ans et la jeune femme de 19 ans que vous êtes, elle pense qu'elle voit des cheminées d'usine. C'est exact, je n'ai jamais eu peur. 30 personnes n'évoquaient quand même. Personne, je pense, ne savait qu'on allait dans des camps de la mort. Tout le monde est rentré très calmement dans les autobus. Mais je pense que personne ne pouvait s'en douter. Malgré mes 19 ans, j'étais vraiment à cette époque stupide. Je vais maintenant m'adresser à vous, Madame Chambard-Melot, pour que vous témoigniez des conditions de vie et de travail au sein d'un camp de concentration. Alors, quelles étaient les conditions des femmes au sein d'un camp de concentration? Il faut savoir d'abord que les femmes et les hommes faisaient la même chose. On n'était pas vraiment des femmes d'ailleurs. Nous étions levés à 3h20 pour être comptés. Donc on restait debout toute la nuit, parfois sous la pluie ou la neige. Puis on allait travailler. Et mes compagnes étions attelées à de lourds rouleaux compresseurs. De faire des routes. Et là, il ne fallait pas croiser le regard d'une SS parce qu'ils pouvaient nous taper nous frapper avec une matraque et nous insulter aussi. Et parfois même lâcher leurs chiens pour qu'ils viennent nous mordre les mollets afin qu'on avance plus vite. On était toutes très faibles, mais on tenait bon. Ensuite, nous avons pu parfois travailler dans des usines encadrées par des civils. C'est ainsi que j'ai travaillé pour l'entreprise Siemens. D'accord. Et quelle a été une des choses les plus difficiles à accepter pour vous? Je pense qu'une des choses difficiles, c'était les conditions. Il faisait jusqu'à moins 30 degrés l'hiver. Et surtout nos vêtements. On n'avait qu'une seule tenue qui était très peu adaptée au froid et encore moins à notre taille. On ne pouvait pas la changer lorsqu'elle était mouillée, on devait travailler avec. Et on ne pouvait pas non plus la mettre à sécher parce qu'on risquait de se la faire voler par les femmes de droit commun, c'est-à-dire des criminels qui nous volaient nos affaires afin d'en avoir plus pour elles. C'était difficile pour les plus faibles. On travaillait surtout pendant 12 heures d'affilée, avec peu à manger, une soupe le midi et un quignon de pain le soir, un pain moisi souvent. Et on dormait très peu. Donc les conditions étaient difficiles. Nos paillasses étaient faites de paille mouillée avec souvent de la gale, des poux, des rats, etc. D'accord, merci beaucoup. Et si je ne me trompe pas, vous avez passé une majeure partie de votre détention dans la Kinderzimmer de votre camp. Pouvez-vous nous expliquer cela? Alors la Kinderzimmer, c'est un endroit destiné aux femmes et plus tard aux enfants. Dans un premier temps, les femmes... tout d'abord, j'y ai été placée parce que mon père était pédiatre et que ma mère était sage-femme et que j'avais commencé des études d'infirmière avant d'être déportée. Donc au début, les femmes qui étaient enceintes depuis moins de 8 mois étaient avortées par le docteur Rosenthal. Certaines étaient même stérilisées. Et les autres accouchaient. Ensuite, l'enfant était prélevé et noyé dans un seau à côté d'eux. C'est un souvenir très dur. Le bébé n'était même pas considéré comme un être vivant possible. Dans d'autres camps, j'ai su plus tard qu'ils étaient même fracassés sur des tables par les SS. Ensuite, à partir de 1944, ça a changé. Les bébés étaient gardés, ils étaient alignés dans des lits. Souvent, les mères étaient décédées durant l'accouchement. Donc, ils étaient trop maigres pour les nourrir. Donc celles qui avaient un peu de lait, même si elles avaient perdu leur enfant, partageaient. Elles restaient un peu à la Kinderzimmer. Et nous, on s'en occupait comme on pouvait. Un des gros problèmes était l'hygiène. On pouvait changer les bébés qu'une fois par jour. Et de plus, on avait très peu de nourriture.
Donc avec mes compagnes, on a réussi à monter un réseau de solidarité. On était toutes très solidaires. Certaines qui travaillaient à l'usine volaient des bouts de tissu pour pouvoir faire des couches. D'autres volaient des gants pour faire des tétines. On trouvait des petites bouteilles. Et il y a même une de mes amies infirmières qui volait de la poudre à l'infirmerie, de la poudre de lait. Donc c'était très dur parce que si on était attrapé, on pouvait tout être exécuté. Mais à la fois c'était très courageux et c'était nécessaire pour nous de sauver ces bébés qui étaient l'avenir de notre société. D'accord. Et avez-vous pu garder un contact avec certains d'entre eux? Oui, très fort, parce qu'il y en a eu très peu qui ont survécu. Ce sont surtout ceux qui sont nés à la fin de la guerre qui ont survécu. Mais en effet, je garde un contact très fort. Merci beaucoup, je repasse le micro à Charles Henry. J'en reviens à votre arrivée. À quel moment vous vous rendez compte que les fumées que vous voyez sont bien celles de ceux qui sont allés, qui ont été exterminés dans les chambres à gaz et dont on brûle les corps? Oui, bien, nous, quand nous sommes arrivés au camp, donc ceux qui sont partis à pied, nous sommes rentrés. Et là, il y avait des tables avec des femmes. Et on nous dit déshabillez-vous. Et ça, pour moi, ça a été horrible. Pour d'autres, c'était pas ça, mais pour moi, oui. Parce que la nudité fait que tout ce qui est passé après, c'était rien. Mais ce qui était après, c'était beaucoup. Cependant, c'était le tatouage, le rasage, enlever vos cheveux, enlever vos poils du sexe. C'était vraiment terrible. Et justement, c'est à ce moment-là que l'on a appris que cette fumée qui sortait de mon usine, eh bien, ce n'était pas une usine, mais c'était les corps de ceux qui étaient rentrés dans le camion, qui étaient en train de brûler. Alors quand on a posé la question, quand est-ce que je pourrais revoir mon père, mon frère, ma fille, mon bébé, et qu'on nous a répondu, vous ne les reverrez jamais. Je crois que personne n'y a cru, personne n'a voulu y croire. On nous a juste dit non, Ginette, ce n'est pas ton usine, c'est l'usine de la mort. Je reviens à vous, Madame Chamberlain. Les travaux des historiens ont pu mettre en évidence que certains médecins SS avaient effectué des expériences sur des personnes enfermées. En avez-vous été témoin? Alors oui, à Ravensbrück, il y a 76 Polonaises qui avaient été sélectionnées pour des travaux en laboratoire, si on peut dire. Je les ai vues revenir souvent avec des plaies béantes du genou à la cheville, où étaient entretenues des bactéries de gangrène de staphylocoque. Donc elles se surnommaient entre elles, et nous-mêmes aussi, les lapins. Les lapins comme des lapins de laboratoire, parce qu'elles ont subi toutes sortes de choses inimaginables. Très peu ont survécu à la libération. Et vous, Ginette, avez-vous un message à adresser à la jeunesse sur ce que vous avez vécu? Eh bien, moi je prêche la tolérance. Je prêche la tolérance, je veux que ce soit fini, que plus jamais on entende c'est un noir, c'est un arabe, c'est un juif, c'est un... On est tous des êtres humains avec nos qualités et nos défauts et ces étiquettes qui vous collent à la peau, ça fait mal. D'accord, et ce sera ma dernière question. Vous arrive-t-il de vous demander pourquoi vous avez survécu? Tout le temps. Et il n'y a qu'une seule réponse, la chance. Comment j'en suis arrivée là et comment j'ai survécu. Il n'y a qu'une seule réponse, c'est la chance. Merci. Madame Chamberlain, vous avez été libérée le 22 avril 1944 par la Croix-Rouge. Quel souvenir gardez-vous de cette libération? Alors avant notre libération, quand les SS ont su que les Américains découvraient l'existence des camps et venaient nous libérer, ils ont exécuté les plus faibles, les bouches inutiles, puisque une chambre à gaz avait été installée pas très loin. Et les plus vaillants, comme moi et ma mère qui était encore en vie, on a marché pendant 5 jours vers l'Autriche. C'était très dur parce qu'il faisait froid, on était sans arrêt bousculés, frappés. Puis la Croix-Rouge a fini par nous libérer. Et ça, c'est un souvenir très fort parce que je m'en souviens, ils nous appelaient madame et c'était la première preuve d'humanité depuis des années. On a ensuite été amenés en Suisse où on a été soignés et nourris parce que certaines étaient malades ou blessées. Et enfin, comme tous les déportés, on a été amenés à l'hôtel Lutetia pour être orientés vers nos familles. Et c'est là que j'ai appris que mon père était décédé.
D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Maintenant, je me tourne vers vous, Henriette. D'après ce que j'ai compris, vous voulez rajouter un mot sur ce génocide. Oui, tout à fait. Je voulais rajouter que Hitler n'a rien inventé. Il s'est inspiré de ses prédécesseurs allemands du Second Reich, qui eux aussi ont fait un génocide entre 1904 et 1908. Donc c'était en Namibie, où il y a eu 65 000 héros qui ont été exterminés, ainsi que 10 000 Nama. Donc c'est considéré comme le premier génocide du XXe siècle, où ils ont été tout à fait scandaleux avec ce peuple. Ils les ont violés, passés à tabac, pillés. Ils les encerclaient à l'entrée du désert pour les forcer à y rentrer, et ensuite ils mouraient de faim et de soif. Merci. Merci beaucoup de votre intervention. Maintenant, nous allons faire intervenir notre public qui a sans doute quelques questions à poser à nos témoins. Oui. Alors tout d'abord, bonsoir, merci pour votre témoignage. Et j'aimerais savoir quelle relation vous aviez avec les autres prisonnières. Alors nous, on avait beaucoup de solidarité dans notre camp parce qu'on était toutes des femmes et beaucoup étaient résistantes avant d'être déportées. Donc on avait monté des réseaux de résistance et de solidarité, notamment pour la Kinderzimmer, mais aussi par exemple une chorale où dans un bloc on récitait des poèmes et des chants patriotiques à voix basse pour ne pas être entendu par les SS. Et me concernant, quand j'étais à Auschwitz, on évitait de se lier d'amitié avec les personnes, car il y avait tellement de va-et-vient, on ne savait jamais si la personne qu'on voulait voir serait là le lendemain, si elle aurait été gazée ou emportée. Du coup, on essayait de se lier une sorte de camaraderie pour s'entraider, mais il ne fallait pas se lier de sentiments avec les personnes, c'était trop dangereux et ça risquait de trop nous atteindre moralement. Merci. Avez-vous une autre question? Alors merci. Et est-ce que vous avez pensé à vous enfuir dans les camps? Non, pas du tout, parce qu'il y en a une qui a essayé, Odette Fabius, je me rappelle très bien. Et lorsqu'ils s'en sont rendus compte pendant la nuit qu'elle était absente à l'appel, on est resté jusqu'au petit matin debout, jusqu'à ce qu'ils la cherchent. Et lorsqu'ils l'ont retrouvée, ils l'ont mis au cachot. Et elle est restée pendant 3 jours avec juste de l'eau et du pain moisi. Et malgré ça, elle a survécu. Je pense qu'on savait tous très bien qu'il était totalement impossible de s'enfuir des camps. Tous ceux qui ont essayé, en tout cas tous ceux dont j'ai entendu parler, étaient devenus totalement fous. Le moral n'y était plus et c'était une tentative désespérée pour tenter d'y échapper, mais il était totalement impossible de réussir à s'enfuir. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Bonjour mesdames, merci pour votre histoire. Comment s'est déroulé le retour dans vos familles et dans votre vie quotidienne? Alors après l'hôtel Lutetia, là où j'ai appris que mon père avait été emporté, on a été rapatriés, moi et ma mère, à Saint-Brieuc, chez ma grand-mère, où ça a été un peu difficile de revenir chez nous, surtout de dormir. On dormait par terre, ma mère et moi. Mais à propos de ce que j'avais vécu, j'ai noté tout rapidement dans un carnet, parce que je savais très bien que personne ne me croirait. Là-bas, les gens n'étaient pas vraiment au courant et ils ne croyaient pas ce que je disais. Alors j'ai gardé pour moi, mais j'ai tout consigné dans un carnet pour m'en souvenir. Me concernant, ça a été très difficile, puisque quand je suis rentrée, j'ai retrouvé ma mère et j'ai dû lui apprendre que mon père avait été gazé dès l'arrivée à Auschwitz. Et ma mère n'y a jamais cru. Elle était dans le déni le plus total. Elle me traitait de menteuse, elle disait que j'amplifiais tout ce que je disais.
Du coup, ça m'a vraiment atteinte et j'étais obligée de tout renfermer à l'intérieur de moi pendant une assez longue période. Mais j'ai enfin décidé aujourd'hui de m'ouvrir pour pouvoir témoigner sur ce que j'ai vécu. Merci beaucoup. Avez-vous une autre question? Oui. Et qu'est-ce qui vous a permis de tenir dans les camps? Alors moi, la solidarité, comme j'en ai parlé, mes relations, et surtout, je pense, la Kinderzimmer. J'étais très attachée aux nourrissons et je faisais tout mon possible pour qu'ils survivent, au moins qu'ils vivent le plus longtemps possible. Donc ça m'a vraiment aidée à tenir mentalement. Ce qui m'a permis de tenir, c'est surtout l'espoir de revoir ma famille un jour, de pouvoir être sûr qu'ils aillent bien, qu'ils soient tous vivants. Bien évidemment, ça n'a pas été le cas, mais c'est vraiment cet espoir qui m'a porté jusqu'au bout et qui m'a permis de tenir. Merci beaucoup aux témoins et à notre historienne. Merci aussi au public de nous suivre et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nous aimèrent tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été.